Bonsoir, j'espère qu'on nous voit de loin parce que je voudrais saluer en particulier mes étudiants britanniques qui sont privés cette semaine, mais je crois qu'il va falloir qu'ils suivent attentivement. Je ferai un QCM la semaine prochaine. Voilà. Alors, quel avenir pour les universités britanniques? Évidemment, et en exergue et sous peine de bégaiement, je précise que j'utiliserai le terme étudiant et enseignant-chercheur au masculin pluriel pour rendre compte de l'ensemble des hommes et des femmes qui suivent un cursus universitaire ou qui exercent dans une université. Alors, qu'entend-on par université? Même si le terme est ancien, sa définition est loin d'être unique et encore moins unanime. De même, lorsqu'il est question de la finalité de ce que délivre une institution d'enseignement supérieur, qualifiée de supérieure, on se heurte rapidement à des modèles, des normes et des pratiques qui reflètent des cultures et une histoire différentes. Je vais commencer par, bon, évidemment, le titre de l'exposé est passablement ambitieux et il faudra atteindre les rivages d'une perspective telle que suggérée en 50 minutes chrono. Je ne m'arrêterai qu'un instant sur la définition proposée en 1852 par John Henry Newman, homme d'église et professeur à Oxford, qui, dans une suite de conférences publiées sous le titre The Idea of a University, tentait de cerner ce que recouvrait le terme d'université. Il considérait l'université comme une communauté de penseurs engagés dans des activités intellectuelles, non pour satisfaire un objectif externe, mais comme un but en soi. Euh, Penser, raisonner, comparer, distinguer et analyser. Ce qu'on appelle en Grande-Bretagne une well-rounded education, une éducation qui vous donne, qui touche à tout, mais qui n'est pas spécialisée. Donc Newman soutenait que les esprits étroits résultaient d'une étroite, une éducation de type utilitaire étant impensable dans un contexte universitaire. Qu'est-ce qu'une université? Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir que je fasse ça à l'ancienne sur le côté. Alors, en 2024, loin de la définition de Newman, les formations et diplômes professionnalisés occupent désormais une place importante dans les universités contemporaines. Pour mémoire, euh, très rapidement, la structure entre tout ailleurs est commune des institutions britanniques, ce bachelor's, master's en... Demandons-nous maintenant quelle réalité le terme d'université recouvre en Grande-Bretagne et quelles sont les principales caractéristiques des institutions qui dispensent les enseignements et accueillent la recherche universitaire. Après avoir évoqué le contexte actuel, puis des étapes de construction du paysage universitaire britannique, nous examinerons successivement leur statut, la façon dont elles sont financées, nous envisagerons les conséquences de la commercialisation de leurs activités, nous nous arrêterons un instant sur leur image et particulièrement celle qu'elles souhaitent donner d'elles-mêmes. Et une fois identifiées les principales difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui, nous poserons la question de leur pérennité. Alors, en décembre 2023, la Grande-Bretagne comptait donc 423 établissements d'enseignement supérieur post-A-levels, donc post-enseignement secondaire, tels que reconnus par The Office for Students, l'organisme public indépendant qui agit en tant qu'autorité de régulation et de concurrence, mot que je vous demande de bien vous rappeler, on en aura besoin dans un instant. Parmi eux, 163 établissements donc habilités à délivrer un diplôme universitaire, bachelor, master, 105 un diplôme de type recherche, 142 établissements avaient le titre officiel d'université au 31 décembre 2023. Ils ont reçu l'an dernier plus de 2 862 000 étudiants, dont 1 880 000, un peu plus, en premier cycle pour ce first degree, donc ce bachelor's degree. Revenons un instant sur leur origine, leurs caractéristiques et leur position dans le contexte universitaire actuel. D'abord, un mot du cadre légal dans lequel elles fonctionnent.
Au fil des siècles, le titre d'université leur a été attribué soit par une charte royale, après avis du Privy Council, qui est donc le conseil privé du souverain, soit même par bulle papale pour les plus anciennes universités écossaises qui avaient un roi catholique. Plus près de nous, le Privy Council a continué à être consulté avant l'attribution d'une charte royale, mais la décentralisation de certains pouvoirs à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord à partir de 2013 fait que ces nations sont désormais responsables d'une partie de certains aspects de l'enseignement supérieur dans leur propre pays. Depuis 2017, c'est donc des Office for Students qui gèrent l'attribution du titre d'université. The usage, comme elles aiment à le rappeler, leurs activités ont commencé à se développer dès la fin du XIe siècle, bien avant l'attribution d'une charte royale. Ainsi, les deux institutions de Oxford et Cambridge, Oxford dont on retrace les plus anciennes activités d'enseignement dès 1096, et ils tiennent beaucoup à ce chiffre, et Cambridge en 1209. La charte royale la plus ancienne octroyée à Cambridge, comme vous le voyez ici, donc en 1231, Oxford ayant reçu sa charte royale en 1244. Les trois autres anciennes universités, St Andrews, Glasgow, Aberdeen, donc écossaises, ont été fondées par une bulle papale de 1413 à 1495, avant l'attribution d'une charte royale quelques années plus tard. Édimbourg est un cas un petit peu particulier. Les activités d'Édimbourg commencèrent en fait en 1582 sous l'égide du conseil municipal de la ville d'Édimbourg et elle a reçu l'octroi, elle a reçu une charte spécifique qui a été signée par Jacques VI. Elle fut privée de charte royale en tant qu'université jusqu'en 1858, après la chute de Jacques VII, qui était Jacques II, c'est le même individu, Jacques VII, roi d'Écosse, Jacques II, roi d'Angleterre, qui a mal terminé. Il lui fallut attendre la loi donc de 1858 régissant les universités écossaises pour obtenir le titre d'université. Donc, 2 anglaises, 4 écossaises fonctionnent de façon ininterrompue depuis le XIIIe, XVe, XVIe siècle. À titre de repère, rappelons que l'université européenne la plus ancienne est Bologne, fondée en 1088, et l'université de Paris a été fondée en 1150. Mais elle ne peut se prévaloir d'un fonctionnement continu puisque ses activités ont été interrompues par la Révolution française entre 1793 et 1806. Bien que plusieurs facultés se soient séparées des anciennes universités au cours du XVIIIe siècle et que de multiples collèges universitaires d'enseignement supérieur aient été fondés, aucune autre université ne sera créée ni en Angleterre ni en Écosse entre 1600 et 1832. On assistera alors à l'émergence d'universités de type fédéral, en ce qu'elles vont regrouper plusieurs collèges universitaires existants. L'Université de Londres, également la première université laïque et la première à admettre des femmes dès 1878, en France 1861, première bachelière à Lyon. Elle est donc créée, cette université, comme centre d'examen et d'attribution des diplômes pour quelques-unes de ces nouvelles universités, sauf Durham, qui aura le droit de délivrer ses propres diplômes dès 1835. Donc, 3 anglaises, 2 irlandaises. Celles que vous voyez en italique ici ont soit disparu, soit changé d'identité. Par exemple, Victoria University au départ est devenue l'université de Manchester. Toutes fondées ensuite de 1900 à 1900 et 1909. Ensuite, on a la première création de ce qu'on a appelé les Civic Universities, précisément fondées dans les centres-villes. À ce moment-là, toutes fondées par charte royale, elles se distinguent
par le contenu de leurs enseignements qui vont proposer non seulement des savoirs, mais également des compétences, ce qui est extrêmement important, le plus souvent lié à l'ingénierie ou à la médecine. Alors, il y a une deuxième vague ensuite, de 1926 à 1957, de ces universités, donc civics, qu'on a également appelées Red Bricks. Elles ont un intérêt, elles servent leur communauté d'abord et avant tout, et elles permettent aux femmes de s'inscrire et d'obtenir un diplôme universitaire dès leur création. Par opposition à Oxford, Oxford autorise les femmes à assister aux cours sans chaperon en 1914, mais n'acceptera pas que ces mêmes femmes qui aient suivi les cursus soient diplômées avant 1920. De même, Cambridge acceptera l'ouverture de deux écoles féminines, Girton en 1869, Newnham en 1871, à l'extérieur de la ville de Cambridge pour éviter les contaminations, hein, mais il faudra attendre 1948 avant que ces écoles soient incorporées à l'université et que les femmes puissent en être diplômées. Donc, les nouvelles civics reçoivent le nom de Red Brick, comme vous l'avez vu ici. Et voici pourquoi. Red Brick, parce qu'elles ont toutes été bâties en briques rouges, c'est Victorian Pressed Red Bricks, que l'on retrouve un peu partout dans les bâtiments de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et en particulier pour construire des entrepôts. C'est peut-être pas très chic, mais ça fonctionne. Donc, celle-ci, Stanley Dock Warehouse à Liverpool, en est un bon exemple, construit exactement la même année que l'université de Birmingham. On va s'arrêter un petit instant sur cette histoire de Red Brick qui est absolument pas, le terme n'est pas anodin, il est encore moins innocent. Employé pour la première fois comme un adjectif et écrit en un seul mot par le professeur Edgar Alison Pierce dans son ouvrage Red Brick University, daté de 1943, pour décrire l'université de Liverpool, que voilà. Pierce lui-même, ancien de Christ College à Cambridge, était justement professeur d'espagnol à Liverpool. Il avait une opinion bien tranchée sur cette université, en l'occurrence une institution où la recherche prime sur l'enseignement. Tout universitaire de ce nom se défaussant de ses tâches d'enseignement ingrates sur ses assistants. Dans trois ouvrages successifs entre 1943 et 1946, Pierce insiste sur la primauté intellectuelle des anciennes universités, toutes construites en magnifiques pierres de taille, comme ici la faculté d'histoire de l'université d'Oxford, où on voit d'ailleurs le logo de l'université Dominus Illuminatio Mea clairement sur la façade. Ce qui est par opposition, enfin ces universités recrutent évidemment l'élite du pays. Par opposition, ces nouvelles institutions qui sont faites de briques, voici par exemple Cambridge, faites de briques à matériaux ordinaires, sans éclat, préparent expressément les étudiants à des professions. Il exprime ainsi un jugement de valeur courant dès la fondation des Civic Universities, dont les enseignements s'adressent à un public non plus de gentlemen, oisifs la plupart du temps, mais de futurs ingénieurs, de futurs médecins, d'hommes et de femmes qui s'élèvent socialement par leurs compétences et leur travail. Ce qui est assez amusant, c'est que Pierce, hispaniste respecté et fondateur de l'Institut d'études hispaniques à l'Université de Liverpool en 1934, s'est bien gardé de publier ces trois livres sous son nom. Il a utilisé le joli pseudonyme de Bruce Truscott, craignant sans doute des réactions de mauvaise humeur de la part de ses collègues. Ce subterfuge ne sera connu qu'après sa mort en 1952. Il nous offre cependant quelque chose de très important, c'est un premier angle pour aborder l'importance de l'image, de la perception des universités que nous retrouverons de façon aiguë lorsqu'il sera question des universités contemporaines. Alors, comme un petit peu partout en Europe, diminuer un peu ça, voilà, un peu partout en Europe, les années 1960 verront un essor majeur des universités, leur nombre passant de 22 à 45 entre 1961 et 1969.
Ces nouvelles universités, dont les origines remontent très souvent au XIXe siècle, sous forme de collèges universitaires ou instituts spécialisés dans les arts ou diverses sciences, reçurent le nom de Plate Glass Universities. Alors là, attention, le choc est énorme. L'aspect, évidemment, est différent de tout ce qu'on a connu jusque-là. Plate glass parce qu'elles ont ces grands panneaux de verre. Elles sont faites comme ça, en architecture moderne. Ces institutions ne soumettent plus leurs étudiants aux examens externes de l'Université de Londres, mais sont, dès leur création, habilitées à délivrer leur propre diplôme. Parallèlement, les Colleges of Advanced Technologies, qu'on appelait gentiment les CATS, créés dans les années 1950, recevront en Angleterre, comme en Écosse, le statut d'université, accordé par un rapport extrêmement important, le Robbins Report, le rapport Robbins de 1963, un document fondamental pour l'expansion des universités, soutenu par les millions de baby boomers qui expriment alors un fort désir d'accéder à l'enseignement supérieur, ainsi que par une activité économique intense qui a besoin d'individus dotés de connaissances et de compétences pour se développer. L'esprit d'ouverture propre aux années 1960 pour favoriser l'accès de tous à des connaissances de haut niveau est particulièrement bien illustré dans la création que l'on peut sans exagérer de qualifier de révolutionnaire de The Open University en 1969 sous le gouvernement travailliste de Harold Wilson. C'est Jenny Lee, la ministre de l'enseignement public, qui en définira les éléments fondamentaux. Cours à distance, disponible partout dans le monde, jamais vu jusque-là. Temps d'appropriation des connaissances non limité par une année universitaire. Modularisation des formations, extrêmement moderne comme vous le voyez. Nouveaux supports de cours diffusés par la BBC, on n'a jamais vu ça. La nouvelle organisation pédagogique permet d'élargir l'accès à une formation universitaire de publics non traditionnels ou déjà engagés dans des activités professionnelles. Et elle permet aussi de contribuer à une économie plus compétitive. L'Open University conserve néanmoins le modèle établi des diplômes de type bachelor's, master's et doctorat, premier, deuxième, troisième cycle, et une structure administrative similaire avec un vice-chancellor, qui est l'équivalent en gros de nos présidents, à sa tête. 55 ans plus tard, The Open University est la plus grosse institution universitaire du Royaume-Uni, avec plus de 208 000 étudiants, et dont près de 9 000 à l'étranger. Entre autres choses, des chercheurs travaillent actuellement avec la NASA pour équiper un futur laboratoire spatial. Donc, on a beaucoup dit de choses négatives sur des Open University au départ. Ce sont des gens tout à fait sérieux. Ensuite, les années 1980 verront l'ouverture de deux autres universités seulement, mais c'est l'adoption de la loi sur l'enseignement postsecondaire et universitaire en 1992 qui va massivement relancer la création de nouvelles universités. Elle permit à 41 Polytechnics de rejoindre d'obtenir le statut d'université entre donc 1992 et 1994. Les nouvelles entités, souvent issues de diverses institutions techniques supérieures bien enracinées dans leur région depuis le 19e siècle, seront très vite appelées dans un effort d'originalité sans précédent, The New Universities. Après elles, en 2004, les règles d'accession au titre d'université furent à nouveau modifiées pour permettre aux collèges universitaires qui n'étaient pas habilités à délivrer des diplômes de recherche de prétendre à ce statut. Le résultat ne se fit pas attendre, 62 universités publiques supplémentaires étant créées au cours des 23 premières années du XXIe siècle. Encore plus original, leur appellation par certains médias, The New Universities. N'oublions pas non plus les New Old Universities, terme qui recouvre des collèges universitaires fondés depuis longtemps, mais qui se regroupent ou qui quittent le giron de l'université d'origine. À Londres, par exemple, Imperial College,
ou University College London sont issus de l'ancienne Université de Londres. Ajoutons à cela 5 universités privées, dont la première, l'université de Buckingham, créée en 1983, a fait voler en éclats les cadres traditionnels en proposant un bachelor's degree en 2 au lieu de 3 ans. Mais le tarif est le même, si ce n'est plus cher que si on y passait 3 ans, et en rabotant les vacances universitaires. Elles furent portées par les premiers ministres conservateurs Margaret Thatcher pour Buckingham. Margaret Thatcher deviendra d'ailleurs chancellor, rôle honorifique, de l'université de Buckingham, et David Cameron pour les 4 autres, dans le but de créer ce qu'il considérait comme une saine compétition face aux universités publiques. À l'exception de Buckingham, elles sont ouvertement for profit. Ce sont des entreprises à but lucratif. Ensuite, il est temps de dire quelques mots du statut des universités au Royaume-Uni. Point important, ce sont des structures autonomes, contrairement à ce qui est le cas dans les autres pays européens. Elles ont le statut d'œuvre de charité confirmé par The Charities Act de 2011, ce qui signifie qu'elles ne paient quasiment pas d'impôts et doivent consacrer leur surplus financier éventuel à divers investissements pour le bénéfice de leurs institutions. Étant financées partiellement par des fonds publics, elles sont cependant soumises à une régulation de la part des gouvernements qui fixent, entre autres, le montant des droits d'inscription qu'elles sont autorisées à réclamer aux étudiants et jusqu'en 2015, le nombre d'étudiants qu'elles pouvaient admettre. Elles sont inspectées tous les ans par the Office for Students, auquel elles doivent remettre, et c'est important, un état complet de leur situation financière. Dans son rapport de 2022, The Office for Students, justement, définit ses objectifs, comme vous le voyez ici en anglais, je traduis directement, s'assurer que les étudiants obtiennent un bon rapport qualité-prix, que le niveau de l'enseignement est élevé, que les nouvelles institutions sont crédibles et que les universités font des efforts pour assurer une plus large participation. Cette définition pose plus de questions qu'elle n'en résout. Entre autres, qu'est-ce que c'est qu'un bon rapport qualité-prix? Et d'autre part, quid de la crédibilité des institutions? Nous allons ensuite continuer à examiner ce statut un peu bâtard de quasi-autonomie. Autre organe de contrôle de qualité, the Quality Assurance Agency, et également de statut caritatif, valide les niveaux académiques, définit un code de qualité pour l'enseignement supérieur et pilote un système de référence qui couvre la totalité des enseignements et procédures de gouvernance. Enfin, en 2023, une nouvelle mouture d'un outil spécialement consacré à évaluer la qualité de l'enseignement, the Teaching Excellence Framework, revient sur le devant de la scène après le rejet de sa première mouture en 2016. Si besoin était, cela met en lumière la difficulté d'évaluer la qualité d'un enseignement par opposition au processus d'évaluation de la recherche dont les critères sont plus clairement définis. En ce qui concerne justement la recherche, toutes les universités poursuivent des programmes de recherche qui sont examinés et validés par the Research Excellence Framework qui couvre les 4 nations, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, pour financer leurs travaux de recherche. La mention du rapport qualité-prix nous amène à examiner de plus près la façon dont les universités sont financées. Qui est à l'origine des 44,6 milliards de livres sterling encaissés par les universités en 2023 et comment les sommes reçues sont-elles employées? Tout d'abord, le gouvernement attribue des subventions spécifiquement pour l'enseignement et la recherche, les premières étant fixées en fonction du nombre d'étudiants accueillis. Chaque année, chaque université fonctionne quasiment, le mot est important, comme une entreprise privée, fixe et règle les salaires des enseignants-chercheurs qu'elle recrute, de son personnel administratif, de son vice-chancellor, son président, qui est recruté exactement comme le dirigeant d'une grande entreprise
À cet égard, des voix se sont élevées récemment pour questionner le bien fondé du niveau de salaire des vice-chancellors, en moyenne de 269 000 livres, c'est-à-dire 310 000 euros annuels, trois d'entre eux dépassant largement les 500 000 livres sterling annuels, plus de 567 000 euros. Je pense que si nous avons des collègues qui écoutent, présidents d'université, ils vont faire une syncope. L'université est libre de décider de la modification ou de la suppression des postes dans toutes ses composantes. Il n'existe aucun programme officiel, aucun socle commun officiel, chaque institution jouissant d'une grande liberté pédagogique. Ensuite, les étudiants abondent, ils doivent régler des droits d'inscription, ces tuition fees qui sont censés couvrir les frais d'enseignement de l'université qu'ils fréquentent. Ces derniers, institués sous le gouvernement travailliste de Tony Blair en 1998, sont passés de 1000 livres en 1998 à 9250 livres en 2017, annuels. Ils sont couverts par des prêts garantis par le gouvernement que les étudiants ont 40 ans pour rembourser. Ils en avaient 25 jusqu'à l'année dernière, mais maintenant c'est 40 ans, dès que leurs revenus atteignent l'équivalent de 31 000, en gros 500 euros par an. Notons cependant sur ce point, et vous le voyez ici, que les étudiants des 4 nations britanniques ne sont pas logés à la même enseigne. Les Anglais, donc, sont taxés de 9 250 livres, Pays de Galles, 9 000, Irlande du Nord, 4 700, et les Écossais sont exonérés. Si par contre, vous voulez, en tant qu'Anglais, aller faire vos études en Écosse en pensant faire des économies, ça ne marchera pas parce que vous devrez payer le même prix que vous auriez payé en Angleterre. C'est ce qui est arrivé à Kate Middleton et à William Windsor il y a quelques années. Ils ont signé le chèque sans problème. Ensuite, lorsque on parle des financements, il faut penser aussi à la recherche, autre source de financement, en particulier des startups qui sont créées pour monétiser les fruits de la recherche d'un laboratoire universitaire dans chaque université. 1166 spin-out fonctionnaient en janvier 2023, la propriété intellectuelle des universités ayant généré près de 330 millions de livres sterling l'année précédente, y compris par la vente de certaines de leurs spin-outs. On dit souvent une spin-out qui a réussi est une spin-out qui s'est vendue, évidemment. Les sommes à la disposition des universités varient énormément, considérablement, suivant les institutions, et peuvent être extrêmement élevées lorsqu'un laboratoire, par exemple, comme l'Oxford Vaccine Group à l'université d'Oxford, qui attire les meilleurs spécialistes de la vaccinologie au monde, et des partenariats de laboratoires comme AstraZeneca, découvrent, par exemple, le vaccin, un vaccin tel que le premier vaccin anti-Covid. Enfin, n'oublions pas les donations des anciens étudiants, les fondations charitables, les entreprises, tout ce qui tombe est bienvenu. J'ai évoqué il y a un instant la logique de compétition qui existe entre les universités, de l'offre de l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne, qui a commencé à s'appliquer aux universités à la fin du XXe siècle. Comme beaucoup d'autres pays, le Royaume-Uni a considéré pendant, en gros, les 35 premières années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, que l'enseignement supérieur était un service public et générateur de bienfaits pour la société dans son ensemble et qui devait être financé comme tel. Des bourses garantissant par la même occasion l'équité de l'accès à l'enseignement supérieur. À partir des années 1980, en Angleterre en particulier, sous l'impulsion du gouvernement conservateur de Margaret Thatcher, le débat idéologique généré et qui bénéficie, donc les bénéfices personnels qu'ils en retirent. L'organisation de l'offre et de la demande d'enseignement supérieur se mit en place et avec elle les principaux traits d'une économie de marché. La compétition entre les universités est intense, aussi bien pour attirer les étudiants que pour obtenir des financements pour la recherche. Et les termes
sont pas du tout innocents non plus. Les termes pour décrire les parties prenantes sont identiques à ceux du marché. Maintenant, les étudiants s'appellent des users, des utilisateurs. Au moment de faire leur choix d'université, ces jeunes clients ont à leur disposition une manne d'informations concernant tous les domaines de leur futur et lourd investissement. Classement de la qualité des enseignements, classement de la qualité de la recherche, des équipements universitaires, classement de la vie sociale. Traduisez par là, est-ce qu'il y a une vie de bons pubs dans la ville où est installée l'université et combien coûte la pinte de bière? Voilà ce que veut dire le classement de la vie sociale, entre autres. Il y a divers médias qui proposent sans arrêt des classements à longueur d'année, le Guardian, le Times, Sunday Times, Times Higher Education Award, Good University Guide. Il y a un Good University Guide comme il y a un Good Pub Guides, hein, pourquoi pas, qui est par exemple The University of the Year 2024. Alors d'après le Sunday Times, c'est University College London. Le Guardian n'a pas forcément le même résultat. Bon. À longueur d'année, des critères ne sont pas forcément totalement transparents, couvrent les activités des universités, ces dernières étant désormais intitulées providers, fournisseurs de services académiques, users providers. Des distinctions sont attribuées tous les ans par les médias. Je n'en citerai que quelques-unes. Alors, aux meilleurs dirigeants et communicants des universités, l'enseignant le plus innovant de l'année, meilleur esprit d'entreprise, meilleur gestionnaire du patrimoine, meilleure équipe de bibliothécaires, de communicants, de marketing, la distinction de meilleur directeur de recherche et de meilleur projet de recherche laissera certainement rêveur bon nombre de leurs collègues européens. En filigrane de tous les éléments susceptibles d'influencer les choix des futurs étudiants, il faut revenir sur la notion de perception de la qualité et, disons le mot, de prestige qui s'attache ou non aux diverses institutions. Force est de constater que toutes les universités ne jouent pas dans la même cour ou, pour reprendre un terme cher aux amateurs de football britannique, dans la même ligue. Alors, nous allons dire un mot du Russell Group qui, en 1994, après l'arrivée en force des anciennes Polytechnics dans le paysage universitaire, a réuni donc 17 des anciennes universités et des civics hostiles à l'accession des Polytechnics au rang d'université et inquiète bien sûr des conséquences financières inévitables. Elles se sont regroupées, créant un puissant groupe de pression pour défendre leurs intérêts. Alors, le nom de Russell Group vient du fait que la première réunion non officielle a eu lieu au Russell Hotel, Russell Square, très beau quartier de Londres, London. Okay. Elles sont désormais 24 dans le Russell Group et pèsent un poids considérable dans le monde universitaire et politique britannique de par leur histoire, leur prestige et leur puissance de frappe en matière de recherche en particulier. À titre d'exemple, et ça je vous demande de bien garder ça pour vous montrer un peu le poids qu'elles pèsent, ces 24 universités reçoivent plus des 3/4 des subventions recherche consacrées à la recherche en Grande-Bretagne, délivrent 60% des doctorats et leurs diplômés occupent plus de 60% des emplois dits graduates, emplois qui demandent un diplôme universitaire, alors qu'ils ne représentent que 17% des diplômés en Grande-Bretagne de l'enseignement supérieur. Les universités du Russell Group, dont la qualité des travaux de recherche est mondialement reconnue, attirent d'importants financements directs, internationaux, pour la recherche et le développement. Toujours au plan international, ces universités ont été très actives dans la récente reprise des collaborations et du dialogue avec leurs homologues européennes, interrompues par la sortie de la Grande-Bretagne du programme de recherche européen Horizon, un des nombreux dégâts collatéraux du Brexit. En un mot, même si au niveau de l'enseignement dispensé en premier cycle, les services fournis aux étudiants dans les universités du Russell Group ne sont pas forcément meilleurs que dans d'autres universités, l'image
des 24 universités du Russell Group est auréolé du prestige que confère non seulement l'ancienneté, le poids en matière de recherche, mais également le statut social de nombreux anciens étudiants et d'autres critères plus évanescents colportés au fil des années. Faute d'ancienneté, et de prestige, une réputation basée sur la satisfaction des besoins exprimés par les étudiants, leur implication positive aussi dans la communauté locale et leur position en prise directe avec certains milieux professionnels. Les cours proposés couvrent des domaines extrêmement variés et parfois décriés comme non universitaires. Je vais en citer quelques-uns. Gestion de la pop music, design et mode numérique, effets spéciaux pour les films et la télévision. Alors évidemment, les latinistes ont les cheveux qui se dressent à la verticale. Mais certains de ces diplômes sont très recherchés. Rappelons un titre d'exemple. Qu'en 2022, l'industrie musicale britannique a rapporté 4 milliards de livres à l'export, généré 6,7 milliards de revenus et employé 210 000 personnes. Celle des médias et du divertissement, jeux vidéo, films, télévision, a généré 43 milliards l'année précédente, en 2021, et présente une croissance soutenue, bon an, mal an, de 4%. Pas beaucoup d'entreprises, de secteurs peuvent en dire autant. Les nouvelles universités travaillent leur image à grand renfort de sites web rutilants qui présentent des étudiants de toutes les origines, arborant un large sourire, de partenariats avec les entreprises et établissements secondaires de leur région pour attirer les futurs étudiants. Elles tentent de rivaliser en termes d'équipements sportifs, d'activités en tout genre. Tout est fait pour capter l'attention des clients dont il faut rappeler qu'ils s'endettent lourdement et pour de nombreuses années et ne disposent plus de bourse depuis 2017 pour assurer le quotidien, mais de prêts qui s'ajoutent, dont les montants s'ajoutent à ceux qu'ils vont avoir à rembourser pour leurs droits d'inscription. Alors, je vais justement faire un petit point sur les prêts pour que tout le monde comprenne bien que tout le monde n'est pas mangé à la même sauce. Ici, en bas, vous avez les Écossais. Les Écossais vont quitter l'université au bout de 3 ans avec un niveau de dette allant en gros à 15 000, s'élevant à 15 430 livres en Écosse, 17 000 euros, qui correspondent à leurs frais pour se loger, manger, etc., etc. En Angleterre, en rouge, ici, ils vont quitter les lieux avec 45 000 livres de dette, c'est-à-dire un peu plus de 51 000 euros de dette. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même paysage quand on commence à penser à aller à l'université. Or, pour rembourser sans trop de difficultés, au fil des années, il est essentiel que les étudiants obtiennent un emploi, obtiennent des revenus suffisants et un emploi de type graduate, dont le salaire annuel moyen de démarrage, de début de carrière, se situe à 32 000 livres sterling. Si les diplômés des universités du Russell Group et des Civics s'insèrent très bien dans les milieux professionnels, il n'en est pas toujours de même pour les étudiants qui ont obtenu leur diplôme dans l'une des récentes universités ou qui sont diplômés dans des domaines traditionnellement moins bien rémunérés. Quand on examine la gouvernance, la gestion quotidienne des nouvelles universités, on remarque qu'elles se sont essentiellement modelées sur les universités d'avant 1960. Le mimétisme allant, et je vais vous faire une petite démonstration rapide, mimétisme allant jusqu'à la poursuite de l'image de respectabilité associée à l'ancienneté. Dès leur création, elles se sont, par exemple, alors voici ici un petit exemple, elles se sont quasiment toutes attribuées un blason et une devise, de préférence en latin, à l'instar des plus anciennes dont vous avez ici une illustration. Le Dominus Illuminatio Mea, Dieu est ma lumière, d'Oxford, a trouvé un écho contemporain avec plus ou moins de bonheur dans le Ne Nesciamus, ne soyons pas ignorants, de l'université de Northampton créée en 2005. Bien, je vais revenir sur le blason,
presque attendrissant de The Open University en 1969, le summum de la modernité, deux petites bobines de magnétophone, la télévision sur le livre, et puis alors ça c'est absolument le summum, deux lions rampants qui soutiennent des mâts hertziens, comme vous le voyez ici. Bon, c'est peut-être un peu difficile, on a toujours les bobines, on a toujours ça, et puis ça a demandé un effort de relooking absolument massif qui a été fait en 2010 par un spécialiste des travaux héraldiques et qui a remplacé avantageusement les bobines du magnétophone par deux couronnes de laurier, comme vous le voyez là, et l'écran de télévision a laissé la place à un objet d'une modernité révolutionnaire, un livre. L'imitation n'étant d'ailleurs pas la forme, pas seulement la forme la plus connue de l'admiration, mais sans doute également une façon de se projeter comme faisant partie du même club que ceux que l'on admire, le cérémonial annuel des remises de diplômes en grande pompe se déroule dans les nouvelles universités comme dans les plus anciennes, suivant un rite établi depuis plusieurs siècles, avec cortège des universitaires en robe académique, étudiants en toge et mortier sur la tête. S'il y a une cathédrale dans la ville où se trouve l'université, c'est elle qui servira de lieu des cérémonies. Vous avouerez quand même que ça a un peu plus d'allure qu'un amphithéâtre. Bien entendu, le tout se fait aux frais des étudiants et de leurs familles qui financent personnellement ce jour mémorable. Alors, il est temps de se demander si les conditions actuelles rencontrées par les universités et leurs étudiants permettent d'envisager un avenir, sinon serein, mais tout au moins durable. Le financement des universités en particulier se révèle extrêmement précaire et nécessite d'être repensé de fond en comble. Le rapport de l'Office for Students de 2022 mentionné il y a quelques instants, révélait une dégradation à court terme des finances des universités en dépit de la croissance annoncée du nombre d'étudiants. Ces difficultés financières créent une distorsion du marché de l'offre des places disponibles pour les étudiants anglais en particulier, notamment, mais pas seulement, en premier cycle. Elle est due, comme vous le voyez ici, à la différence entre les droits qu'ils règlent, que les Anglais règlent, et ceux apportés par les étudiants étrangers. Les universités sont libres de fixer le nombre d'étudiants étrangers qu'elles accueillent, qu'elles admettent, ainsi que le montant des droits dont ils devront s'acquitter. Alors, on comprend aisément à la lecture de ce tableau pourquoi toutes les universités acceptent de plus en plus d'étudiants étrangers qui sont plus rentables que les étudiants nationaux. Exemple, Coventry, une des moins chères. Si vous décidez de partir étudier là-bas, le ticket d'entrée, c'est 16 800 livres par an. À Cambridge, c'est 25 000 de ticket d'entrée, mais si vous voulez étudier la médecine ou la médecine vétérinaire, ça montera jusqu'à 67 194 livres sterling par an. Okay. Donc, on voit que les choses ne sont peut-être pas si simples. Dans le même rapport annuel publié en décembre 2023, The Office for Students renforce son analyse de l'année précédente et souligne que les risques se sont accrus, en particulier dans les universités qui dépendent des inscriptions des étudiants chinois, ces derniers étant nommément désignés pour la première fois. Si cette source de financement, vous voyez qu'ici on présentait 23,6%, si vous retirez les étudiants européens, ils sont à 30%, les Chinois représentent 30% des étudiants étrangers actuels dans les universités britanniques et anglaises en particulier. Donc, si cette source de financement doit se tarir, cela mettra en réel danger l'équilibre financier des universités, 23 universités, que je ne nommerai pas, étant identifiées comme particulièrement menacées. Et il y en a déjà 2 qui sont à la limite de déposer le bilan. Cette façon de faire n'est d'ailleurs pas sans conséquences éthiques et politiques, toutes questions sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, mais qui sont également bien identifiées dans d'autres universités européennes. Alors, une conversation nationale autour du financement des universités devra être engagée,
mais il semble que ni les contribuables, ni les politiques, ni les étudiants ne soient actuellement prêts à mettre la main à la poche. Ici, je vous demande de regarder rapidement ce tableau qui nous montre à quel point les gouvernements anglais successifs se sont peu à peu défaussés du coût des enseignements sur les utilisateurs que sont les étudiants, désormais les étudiants. À cet égard, vous pouvez voir ici que la position, l'Allemagne soigne, et la France d'ailleurs, soignent particulièrement bien leurs étudiants par rapport à l'Angleterre, qui, en termes de dépenses, est très loin, moitié moins de l'Allemagne et la France, donc consacrés à leurs étudiants. De son côté, The Institute for Fiscal Studies, un institut d'études fiscales, a mis récemment en lumière les points suivants. Les subventions gouvernementales spécifiques pour l'enseignement ne représentent plus que 3% des revenus des universités. Le tout aggravé par les effets de l'inflation récente et la décision gouvernementale de geler les droits universitaires jusqu'en 2025. Les Universities UK, qui représentent 142 universités dans les 4 pays du Royaume-Uni, soulignent que ces dernières, les universités, supportent désormais un déficit annuel de 1 milliard de livres par an dans le financement d'enseignement et de 5 milliards annuels de déficit dans le financement de la recherche. En outre, un rapport du même Institute for Fiscal Studies révèle l'ampleur du désastre financier qui s'annonce. Du fait du renchérissement des taux d'emprunt, le financement des prêts étudiants en Angleterre va coûter au gouvernement près de 11 milliards de livres supplémentaires par an dès cette année. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'il semble réellement que le gouvernement n'ait pas vu venir l'orage. Le Brexit, encore lui, a provoqué la perte de 800 millions de livres sterling de flux de financement annuel pour l'enseignement supérieur reçu par le Royaume-Uni entre donc 2010 et 2020 chaque année. Essentiellement, les étudiants européens qui sont désormais logés à la même enseigne que les étudiants du reste du monde ont quasiment disparu depuis la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ils ne représentent plus que 2,5% des étudiants étrangers et on a vu que les Français ne représentaient plus que 1,8% des étudiants. La face cachée de l'urgence universitaire, de l'urgence financière, fait qu'elle pousse même les universités à engager des millions pour recruter des étudiants du monde entier en utilisant des agences de recrutement dont les employés sont rémunérés soit sous forme d'honoraires fixes, soit encore mieux, à la tête de pioche, par un pourcentage des droits d'inscription en première année des futurs étudiants qu'ils auront recrutés. On estime, au vu des chiffres révélés par certaines universités, la plupart essaient de ne pas les publier, que les agents recruteurs reçoivent entre 2 000 et 8 000 livres sterling par étudiant recruté. On peut quand même se poser la question, est-ce là vraiment la mission d'une université que de procéder à de telles tractations? D'un point de vue plus global, une autre difficulté a surgi récemment qui risque de faire tanguer encore un peu plus le navire. Le climat anti-immigration qui sévit en particulier en Angleterre s'est récemment manifesté par un resserrement de l'attribution et un renchérissement des visas pour les jeunes chercheurs étrangers dont les compétences sont particulièrement recherchées par les universités, particulièrement si ces mêmes jeunes chercheurs sont chargés de famille et souhaitent faire venir leurs dépendants, ils ont souvent une trentaine d'années. Autre dommage collatéral, cette politique d'un environnement hostile que Theresa May avait souhaité créer en 2012 afin de limiter l'immigration a récemment envenimé les négociations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Depuis leur sortie de l'Europe, les Britanniques cherchent à signer le plus rapidement possible un traité commercial d'ampleur avec l'Inde. À ce détail près que l'Inde exige en contrepartie l'admission de davantage de ses étudiants dans les universités britanniques. Pour l'instant, le Royaume-Uni cherche à obtenir des tarifs sur le whisky
et les voitures qu'ils exportent vers l'Inde, alors que l'Inde souhaite des tarifs, réduire les tarifs qui lui sont opposés pour les textiles, mais surtout s'assurer que ces étudiants pourront obtenir un visa. Il est sans doute encore un petit peu tôt pour parler de complémentarité d'intérêts. Pour en terminer sur ce point, il est clair que les gouvernements conservateurs successifs tentent depuis plus de 10 ans de concilier deux positions contradictoires. L'une consistant à satisfaire une partie de l'opinion publique hostile à l'immigration et l'autre, le besoin de faire appel à l'apport financier d'étudiants étrangers, ces derniers étant malheureusement, malencontreusement comptés dans le nombre total des immigrants. Outre le bénéfice financier, la Grande-Bretagne est-elle prête à se priver d'un élément important de ce soft power, bien connu, d'influence globale à long terme, quand on sait qu'en 2023, plus d'un quart des dirigeants de la planète, 58 exactement, des pays du monde, ont à leur tête un dirigeant qui a fait ses études en Angleterre. Ensuite, d'autres tendances délétères récentes telles que l'inflation des grades, des classements de sortie doivent être relevées. Ces first class degrees, on va dire que c'est un peu comme une mention très bien, bon, etc., c'est un peu ça, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Reflètent-ils réellement les progrès accomplis par les étudiants ou sont-ils une forme de cadeau, de compensation des années de Covid pendant lesquelles les étudiants ont été particulièrement maltraités? Il apparaît également que les enseignements assurés de façon très inégale, ici ou là, ne permettent pas toujours aux étudiants d'atteindre le niveau de qualification et de compétences attendues, le tout se reflétant dans leurs difficultés d'insertion dans l'univers professionnel à la sortie de l'université. Cet état de fait a amené le Premier ministre actuel, Rishi Sunak, à annoncer en juillet 2023, je cite, qu'il forcerait les universités à limiter le nombre d'étudiants qui s'engagent dans un diplôme de peu de valeur, qu'il qualifie par la même occasion de rip-off degrees, des arnaques de diplômes. Côté recentré, les enseignants-chercheurs dont le statut a changé avec l'abolition de la titularisation en 1988 ont vu leurs conditions d'emploi se dégrader sans discontinuer depuis le début du XXIe siècle. 33% des emplois à plein temps étant désormais des contrats à durée déterminée, dont la proportion augmente tous les ans. Une chute de 25% de leur salaire par rapport à l'inflation depuis le crash bancaire de 2008 a généré divers mouvements de grève depuis 5 ans. Elle a cumulé l'été dernier, en l'été 2023, dans le refus de divulguer les notes finales des examens dans un grand nombre d'universités où les étudiants n'ont pas eu connaissance de leur classement de sortie avant l'automne. Ces mêmes étudiants, est-ce qu'on peut revenir? Voilà. Ces mêmes étudiants, dans un peu toutes les universités, ont très mal vécu la gestion souvent médiocre des cours en ligne, leur isolement, les déficiences graves du suivi pédagogique et le fait qu'ils n'ont pu accéder aux locaux universitaires pendant la pandémie. En outre, les récents mouvements de grève des enseignants qui ont provoqué la suppression de certains cours, final que je mentionnais à l'instant, pendant plusieurs mois, ces événements sont considérés, puisque ce sont maintenant des clients, considérés comme une rupture du contrat qui lie les universités fournisseurs de services aux clients utilisateurs que sont devenus les étudiants. Ça signifie que ces derniers sont désormais légalement éligibles à une compensation financière. Je ne sais pas si vous voyez l'énormité du tableau. Donc, a class action, un recours collectif, the Student Group Claim, a été lancé par the University College London à la fin d'octobre 2022. Il compte actuellement plus de 150 000 membres et réclame des dommages et intérêts et galloises qui ont jusqu'à présent refusé d'envisager un remboursement au moins partiel des droits d'inscription. Affaire à suivre.
Enfin, entre autres mots, les étudiants qui envisagent une période d'études à l'étranger sont inégalement servis par la mission de Erasmus+ depuis 2021. Le montage du programme Turing, d'ailleurs, nécessiterait une étude séparée. Retenons simplement que, contrairement à Erasmus+, il n'offre aucune réciprocité aux étudiants des universités étrangères qui reçoivent les Britanniques, ni aucune mobilité aux enseignants, qui sont deux points forts d'Erasmus. La première analyse officielle du programme, qui a quelques jours, initialement confiée au British Council et à une société de services, montre de nombreuses failles allant du processus de candidature à celui de la confirmation et de l'attribution, l'acheminement des fonds, qui doit être évidemment préalable au départ. Beaucoup trop tardif. Donc, dans le cas de Turing, ces derniers, les fonds étant arrivés parfois lorsque les étudiants étaient déjà partis et, dans de nombreux cas, après leur retour plusieurs mois plus tard. Ceux dont la famille ne pouvait pas avancer les fonds ont été situation par société censée fournir des services pour, je cite, c'est leur logo, simplifier les connexions entre le gouvernement et les citoyens. Nul doute que tous les étudiants restés au bord du chemin sont maintenant rassurés. D'étudiants formés et d'autant plus exigeants qu'ils auront à supporter le fardeau financier de leur période d'études pendant de longues années. La question du nombre d'universités, y en a-t-il trop? Et la redondance de certaines de leurs activités au plan régional doit absolument être posée. Le climat de compétition aiguë entre les institutions, évoqué plus tôt, génère un esprit de non-coopération extrêmement dommageable. Certaines commençant à se rendre à l'évidence, des économies d'échelle sont nécessaires à la survie et mieux vous recherchez les convergences, se regrouper, quitte à mettre en sourdine les questions identitaires et gommer les contours d'une image construite patiemment au fil des années pour prouver sa singularité. D'autre part, la logique de marché, qui est désormais la marque de l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne, implique, comme nous l'avons vu, que les utilisateurs paient pour ce qu'ils veulent obtenir ou dont ils bénéficient. Or, force est de reconnaître que ceci n'est pas cohérent avec le credo actuel d'élargissement et d'équité clamé haut et fort par l'ensemble du monde politique et universitaire. Les chances d'accès, de simple survie financière et de succès supérieur des futurs étudiants étant largement conditionnées par le contexte familial et scolaire préalable à l'expérience universitaire. Si l'enseignement supérieur doit continuer à favoriser l'accès du plus grand nombre et à soutenir les progrès du pays au plan économique et social, l'engagement pérenne de fonds publics est plus que jamais nécessaire, même dans le cadre d'un système quasiment entièrement privatisé. Enfin, dans le contexte politique de fin de règne actuel, des élections générales ayant été annoncées et confirmées avant la fin de l'année 2024, il est difficile de présumer de l'action du futur gouvernement, quelle qu'en soit la couleur. Une chose est certaine cependant, le parti au pouvoir ne pourra pas se contenter de dégager en touche, ni de se réfugier dans l'attentisme face aux difficultés rencontrées par les universités, les étudiants et les enseignants-chercheurs. Il devra peut-être dans l'urgence prendre des décisions sûrement impopulaires, mais nécessaires à la survie d'un secteur qui, pour l'instant, a tout l'air de danser sur un volcan. Je vous remercie.